Le roi Offa de Mercie est considéré comme l'un des rois anglo-saxons les plus puissants ayant jamais existé, se présentant comme le premier roi des Anglais. Après une série de batailles et de coups de maître politiques, le roi Offa deviendrait l'homme le plus puissant de Grande-Bretagne, bien que nous n'ayons aucun témoignage direct de son règne, seulement des vestiges de sa gloire passée. Ce qui subsiste, ce sont des indices de sa grandeur, comme la digue d'Offa, qui était la construction d'un grand mur de terre et d'un fossé, ou digue, qui a été décrite comme s'étendant d'une mer à l'autre. L'ouvrage a nécessité des milliers d'hommes, et chaque section semble avoir été construite par des gens d'un district différent. Elbès est considérée comme l'une des plus grandes constructions de l'histoire de l'Angleterre anglo-saxonne, reflétant l'étendue de son pouvoir, de sa richesse et de ses vastes ressources. Les historiens négligent souvent Offa en raison du manque de sources concernant son règne. Une source clé pour cette période est la chronique anglo-saxonne. Cependant, la chronique était une production des Saxons de l'Ouest et est parfois considérée comme biaisée en faveur du Wessex. Par conséquent, elle ne reflète peut-être pas fidèlement l'étendue du pouvoir atteint par Offa, un Mercien, mais je le considère comme l'un des plus grands souverains anglo-saxons. Voici son histoire oubliée. Offa est l'un des rois mentionnés dans la chronique anglo-saxonne comme étant un descendant du dieu Woden, une revendication ancestrale courante parmi les maisons royales, même si à cette époque tous les rois anglo-saxons étaient de foi chrétienne. Il est né vers l'an 730. Il était le fils de Thingtris, un noble de moindre importance, et un parent éloigné du roi mercien régnant à l'époque, Æthelbald. Æthelbald avait redonné à la Mercie sa prospérité, restaurant sa splendeur d'antan d'une manière rappelant le puissant roi Pender. Son règne, qui dura de l'an 716 à 757, apporta force et prestige au royaume. Pourtant, sa fin fut brutale. Selon l'histoire des Anglais et de Bède, Æthelwold fut traîtreusement assassiné de nuit par ses propres gardes du corps, bien que leur motivation reste inconnue. À la suite de ce régicide, un homme nommé Beornred s'empara du trône. Cependant, son règne fut bref et tyrannique. Selon Bède, Offa, après avoir mis Beornred en fuite, chercha à s'emparer du royaume des Merciens par le sang. Cela suggère fortement qu'Offa a défié Beornred au combat, a mis ses forces en faisant déroute et l'a forcé à l'exil. Bien qu'Offa ne fût pas le fils d'un roi, il était issu de la lignée royale des Islinga, une dynastie qui remonte à Aesil, le fondateur légendaire de la Mercie, qui aurait conduit son peuple depuis l'autre côté de la mer du Nord jusqu'en Bretagne vers l'an 515, lors de la grande migration anglo-saxonne. Cette noble lignée offrait à Offa une revendication légitime au trône de Mercie, qu'il obtint en l'an 758. Une fois couronné, Offa dut relever la tâche ardue de consolider son pouvoir et de légitimer son autorité dans un royaume nouvellement établi. Les premières années de son règne sont enveloppées dans un peu de silence. L'historien Frank Stanton observe « Aucun document mercien n'a survécu de cette période ». Vers l'an 664, les contours de son règne deviennent plus clairs. Offa façonnait un royaume par l'épée, déterminé à unir et à commander à la fois par la force et la prévoyance. Dès qu'Offa monta sur le trône de Mercie, il eut pour objectif l'expansion. Son regard se tourna rapidement vers le sud, vers le royaume de Kent, et dès l'an 765, Offa semble avoir commencé à exercer une autorité directe sur la région, comme en témoignent plusieurs chartes qu'il a soit émises, soit confirmées dans le Ken. Cependant, il perdit le contrôle du royaume dans les années 770 quand Aelmund apparut comme roi. Offa le reprit vers l'an 785. Aelmund fut probablement tué ou exilé, et son fils, le futur roi Egbert de Wessex, fut contraint de s'enfuir en exil. Le Sussex, longtemps gouverné par plusieurs petits rois, tomba également progressivement sous la domination d'Offa. Au cours des 13 premières années de son règne, Offa confirma des chartes dans l'ouest et le centre du Sussex. En l'an 771, il avait soumis l'est du Sussex par des actions militaires, plaçant ainsi effectivement tout le royaume sous son contrôle.
Les chartes de l'année 772 révèlent son autorité totale sur la région, les anciens rois ayant été réduits au rang d'aldorman. Sa suzeraineté sur les autres petits royaumes est moins bien documentée, mais à cette époque, la miséricorde et la suprématie s'étendèrent régulièrement. L'Est-Anglie offrit à Offa une nouvelle occasion d'affirmer sa domination. La lignée royale des Wulfing du royaume, descendue du légendaire roi Wuffa et longtemps considérée comme la maison régnante, prit fin en l'an 749 avec la mort du roi Elfwald. Avec l'extinction de la lignée des Wulfing, Offa vit une occasion d'affirmer son contrôle. Un jeune noble nommé Ethelbert monta sur le trône par la suite, mais son règne se terminerait dans la tragédie. Selon la chronique anglo-saxonne, Offa fit exécuter le roi Ethelbert d'Est-Anglie. Offa, roi des Merciens, ordonna que la tête du roi Ethelbert soit tranchée. Le récit de sa mort est ensuite devenu une légende. Aux alentours de l'an 1080, la Passio Sancti Ethelberti relate l'histoire d'un jeune roi vertueux et pieux, élu pour sa sagesse et sa grâce. Sous la pression d'épouser Hébert, la fille d'Offa, Ethelbert se rendit en Mercie malgré les avertissements inquiétants de sa mère. Finalement, on disait que la reine Sintrit, l'épouse d'Offa, avait empoisonné l'esprit de son mari avec la suspicion et la tromperie, menant finalement au meurtre et à la décapitation d'Ethelbert. Que ces récits soient des faits ou des fictions moralisées, Offa revendiqua néanmoins l'Est-Anglie comme faisant partie de son domaine, étendant ainsi son autorité sur un royaume de plus. Au sud, le royaume de Wessex était gouverné par le roi Cynwulf, un descendant direct par la lignée masculine de Cerdic, le chef légendaire de la migration anglo-saxonne et le monarque fondateur de Wessex. Pendant une grande partie du règne d'Offa, Cynwulf avait résisté à la suprématie mercienne, préservant l'indépendance de son royaume. Les tensions entre les deux rois finirent par éclater en conflit ouvert. En l'an 779, la bataille de Bensington eut lieu. Bien que l'on sache peu de choses sur la bataille elle-même, son issue est claire. Offa en sortit victorieux. Malgré sa défaite, rien n'indique que Cynwulf soit devenu subordonné à Offa par la suite. Cependant, le règne de Cynwulf prit fin de façon soudaine et violente en l'an 786, lorsqu'il fut pris en embuscade et tué lors d'une querelle dynastique, apparemment dans la maison de sa maîtresse. La mort de Cynwulf créa un vide de pouvoir au Wessex, qu'Offa exploita rapidement. Il apporta son soutien à Béotric, un prétendant rival au trône dont le principal adversaire était Egbert, le grand-père du futur roi Alfred le Grand. Pour sceller cette alliance, Offa donna sa fille Eadbert en mariage à Béotric. Soutenu par la miséricorde et le pouvoir, Béotric vainquit Egbert, le forçant à s'exiler à la cour de Charlemagne. Ce faisant, Béotric devint un roi vassal, régnant sur le Wessex sous l'ombre et la protection d'Offa. Au nord, dans le royaume de Northumbrie, Ethelred Ier détenait la couronne. En l'an 792, il épousa Ethelred, une autre fille d'Offa, devenant ainsi le gendre du roi mercien. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe que la Northumbrie soit jamais tombée sous la domination mercienne, le mariage d'Ethelred avec la famille d'Offa suggère un lien d'alliance, sinon de subjugation. Notamment, à la mort d'Offa, Ethelred fut assassiné par un groupe de nobles northumbriens, un fait qui laisse entendre qu'il dépendait de la protection d'Offa et que son règne était fragile sans celle-ci. Par ses actes à travers la guerre, la diplomatie et des mariages stratégiques. Offa étendit son influence sur l'ensemble de l'Angleterre. De Kent et de l'Est-Anglie jusqu'au Wessex et peut-être même jusqu'à la Northumbrie, il imposa son autorité sur presque tous les royaumes anglo-saxons. Dans ses chartes royales, Offa se présentait non seulement comme le roi des Merciens, mais aussi comme le roi des Anglais et des peuples environnants. Ces titres étaient bien plus que de simples revendications grandioses. Ils reflétaient son ambition démesurée, ainsi que la réalité d'un roi qui, par la conquête et la ruse, avait uni une grande partie de l'Angleterre sous la domination mercienne. La relation entre la Mercie et les royaumes gallois voisins au 8e siècle était marquée par la tension,
des escarmouches frontalières et des guerres récurrentes. Les Gallois lançaient fréquemment des raids sur les terres merciennes, menaçant les villages, perturbant l'agriculture et les routes commerciales. Ces incursions constantes exigeaient une réponse forte et durable. Le roi Offa, déterminé à protéger sa frontière occidentale et à affirmer sa domination, mena plusieurs campagnes militaires contre les Gallois avec des expéditions enregistrées en 778, 784 et 796. Pourtant, ce n'est pas uniquement par la guerre qu'Offa chercha à sécuriser son royaume. En réponse à ces menaces persistantes, Offa ordonna la construction de l'un des ouvrages défensifs les plus ambitieux de la Grande-Bretagne du Haut Moyen-Âge, la digue d'Offa. Cet immense ouvrage de terre s'étendrait sur toute la longueur de la frontière entre la Mercie et le royaume gallois. Sa présence rendait de plus en plus difficile pour les pillards gallois de pénétrer sur les terres de la Mercie sans être détectés. L'achèvement du fossé d'Offa marquerait un tournant. Avec ses frontières occidentales mieux sécurisées, Offa était libre de se concentrer sur la consolidation interne de la Mercie, l'expansion de son influence sur les autres royaumes anglo-saxons et la promotion du commerce dans la stabilité économique. Le fossé lui-même, vaste et durable, est largement considéré comme la construction la plus importante entreprise par les peuples pré-alphabétisés de la Grande-Bretagne, reflétant l'autorité, les ressources et la viranios et la vision à long terme d'Offa. Après l'annexion du Kent par Offa en l'an 785, il eut accès à la prestigieuse monnaie de Canterbury. Cela lui permit d'entreprendre d'importantes réformes monétaires, devenant ainsi le premier roi mercien à émettre des pièces portant son propre nom, une affirmation claire du pouvoir royal et du contrôle économique. Parmi les pièces frappées durant son règne, l'une se distingue par sa singularité. Une pièce frappée au nom de la reine Sintrit, l'épouse d'Offa. Elle demeure la seule femme anglo-saxonne à avoir été honorée de la sorte durant le règne de son mari, ce qui reflète son importance et l'estime exceptionnelle qu'Offa lui portait. Un autre artefact remarquable du règne d'Offa est son dinar d'or, une pièce directement inspirée de celle émise par le calife abbasside Al-Mansour. Une face porte l'inscription latine Offa Rex ou Roi Offa, tandis que l'autre présente une version inversée de la phrase arabe Il n'y a de Dieu qu'Allah seul. L'inclusion du texte islamique, manifestement mal compris par le monnayeur qui l'a copié, reflète probablement une tentative de faciliter le commerce avec le monde islamique, en particulier l'Espagne islamique. Cette pièce, rare et riche en symboles, souligne la vision internationale d'Offa et ses ambitions de s'intégrer au réseau économique plus large du monde médiéval. L'aube de l'ère viking est traditionnellement marquée par l'attaque brutale du monastère de Lindisfarne en l'an 793, mais la première rencontre enregistrée entre les Anglais et les navigateurs nordiques précède cet événement et s'est produite pendant le règne du roi Offa de Mercie. Selon la chronique anglo-saxonne, en l'an 787, il est écrit « D'abord, 3 navires de Nordiques sont arrivés du Horderland. » Le prévôt local est allé à leur rencontre, ayant l'intention de les escorter jusqu'à la ville du roi, car il ne savait pas qui ils étaient et là, ils l'ont tué. Ce furent les premiers navires d'hommes danois à chercher la terre de la nation anglaise. Cette brève mais violente rencontre marqua l'arrivée inquiétante d'une force nouvelle et terrifiante sur les côtes de l'Angleterre. D'autres preuves montrent qu'Offa était conscient de ce danger grandissant, apparaissent dans une charte royale datée de l'année 792. Dans celle-ci, Offa donne des instructions pour préparer le Kent à se défendre contre les païens venus de la mer avec leurs navires errants. Cette référence fait probablement référence aux premiers pillards vikings et suggère que des attaques côtières sporadiques avaient déjà commencé, et qu'Offa était parmi les premiers dirigeants à reconnaître la menace émergente. Ces actions pour renforcer les défenses du Kent révèlent non seulement une prudence stratégique, mais aussi les premiers signes d'une réponse nationale à ce qui deviendrait une lutte séculaire contre les incursions vikings. Offa, toujours le roi vigilant, prenait déjà des mesures pour protéger son royaume contre une tempête qui montait des mers du nord.
le roi Offa de Mercie mourrait en l'an 796, à environ 56 ans. Sa disparition marqua la fin d'un règne extraordinaire, forgé dans le sang, couronné de gloire et destiné à façonner le cours de l'histoire anglaise. Bien qu'il ait été succédé par son fils Ecgfrith, le règne du jeune roi fut éphémère, ne durant que 141 jours avant sa mort prématurée. Avec la chute d'Ecgfrith, la lignée d'Offa prit fin brusquement. Le savant northumbrien Alcuin, écrivant depuis la cour de Charlemagne, a reconnu la détermination inébranlable d'Offa à assurer la succession de son fils. Pourtant, dans sa réflexion sombre, il a laissé entendre un châtiment divin, écrivant « Ecgfrith n'est pas mort pour ses propres péchés, mais la vengeance du sang que son père a versé pour s'assurer le royaume a atteint le fils. » Offa n'avait pas hésité à éliminer ses rivaux pour assurer son héritage, un héritage qu'il cherchait à transmettre à tout prix. Les historiens modernes comme Simon Keynes ont décrit Offa comme un homme mu par une ambition brute, plutôt que par une vision unificatrice. Pourtant, réduire son héritage à une simple soif de pouvoir, c'est passer sous silence l'ampleur colossale de ses réalisations. Les annales qui nous sont parvenues, principalement la chronique anglo-saxonne, un récit ouest-saxon, ne parviennent pas à saisir toute l'étendue de la grandeur d'Offa. Leur silence ne témoigne pas de son insignifiance, mais de l'effacement délibéré d'un roi mercien dont la puissance a jadis éclipsé tous ses rivaux. Offa n'était pas simplement un souverain régional, il était un roi des rois. Ses chartes royales témoignaient d'un souverain qui se présentait comme le roi des Anglais, et le roi de Mercie et des peuples environnants. Et qui pourrait douter de la véracité de ces titres ? Il régnait d'une mer à l'autre, construisant la puissante digue d'Offa, une frontière monumentale qui demeure encore aujourd'hui comme un symbole de son autorité et de sa vision. Curieusement, Offa ne fut jamais nommé Bretwalder, un terme vieil anglais signifiant le souverain de la Bretagne, un titre qui fut plus tard accordé à Egbert de Wessex, dont le pouvoir faisait pâle figure en comparaison. Cette omission aussi est révélatrice. Elle reflète le biais subtil des scribes saxons de l'Ouest, qui ont choisi d'élever les leurs et de laisser la miséricorde et la grandeur dans l'ombre de l'histoire. Néanmoins, des aperçus de sa grandeur jalonnent leur histoire. Æthelstan Ætheling, un prince guerrier et fils aîné d'Æthelred l'Indécis, qui devint plus tard roi d'Angleterre, garderait l'épée d'Offa comme son bien le plus précieux, reflétant la réputation d'Offa et les récits à son sujet qui avaient survécu jusqu'au XIe siècle. Alors peut-être qu'Offa fut à sa manière le tout premier véritable roi d'Angleterre, bien avant Æthelstan de Wessex, qui fut le premier roi officiel d'Angleterre. Ainsi, l'histoire d'Offa, assombrie par des chroniqueurs rivaux, mérite d'être retenue non comme une simple note de bas de page, mais comme le prélude à la monarchie anglaise. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres, votre contribution restait précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.